L'or blanc s'engouffre dans les chutes du Niagara. L'électricité. La puissance de l'eau sera le moteur du développement des grandes villes. Adam Beck, un fabricant de boîtes de cigares de London, Ontario, voit le profit qu'il peut en tirer. Il créera la plus grande compagnie d'électricité au monde. Le travailleur le plus pauvre aura l'éclairage électrique chez lui. Rien n'est au-dessus de notre portée. Rien n'est trop cher pour qu'on s'y prépare. À Toronto, l'électricité à bas prix déclenche un boom industriel. Les boutiques se transforment en magasins à rayons. Les petites manufactures deviennent de grandes usines. C'est une ère d'urbanisation. Il y a autant d'immigrants dans les villes qu'il y en a dans l'ouest rural. La population de Montréal triple en 20 ans et en 1912, elle est la première ville canadienne à compter 500 000 habitants. On dit que 2/3 de l'économie est contrôlée par moins de 100 personnes qui habitent le Golden Square Mile, le mille carré doré. L'aristocratie marchande canadienne vit sur la montagne qui domine la ville. Les Van Horn, les Molson, les Burkes et les Allen qui ont 19 domestiques pour servir les 6 membres de la famille. La décoratrice du Canadien Pacifique, Kate Reed, pose un regard ironique sur les nouveaux riches. Je suis allée à la réception chez Madame Hugh Graham, une pendaison de crémaillère. Belle demeure, mais hideuse décoration. Je doute qu'ils survivent longtemps avec un tel papier peint. Mais pour les autres Montréalais, le Square Mile pourrait bien être sur une autre planète. Les Italiens du Myland, les Irlandais de Griffintown, les Noirs de Saint-Antoine, les Juifs de la Maine. Israël Médrez a 16 ans quand il arrive seul de Biélorussie. Comme beaucoup d'immigrants juifs, il travaille chez un tailleur. Les tailleurs travaillaient officiellement 59 heures par semaine. Au plus haut de la saison, cependant, ils pouvaient être au travail de l'aube au crépuscule. Il y avait l'amère réalité de la lutte des classes. Une bonne part des ouvriers ressentait de l'aigreur devant l'ampleur de la pauvreté. Dans un journal en langue yiddish, Médrez rend compte de la force montante des ouvriers et des nouvelles idées révolutionnaires. Les immigrants étaient persuadés que les socialistes étaient en mesure de regrouper les tailleurs et les ouvriers miséreux de la confection en syndicats. Les tailleurs déclenchent une grève. La grève dura finalement 9 semaines et se termina par une victoire pour la partie ouvrière. La semaine de 59 heures fut abolie. Les travailleurs n'eurent plus à se soumettre qu'à une semaine de travail de 49 heures.
Montréal est une ville ouvrière et les ouvriers ne sont pas tous des immigrants. Il y a beaucoup de fermiers canadiens-français qui cherchent un travail. La ville est à 60% française. En 1900, le salaire moyen est de 13 cents l'heure. Une livre de beurre coûte 20 cents. Dans un quartier ouvrier, un enfant sur 4 meurt avant l'âge d'1 an. L'espérance de vie est de 50 ans. À 16 ans, Alfred Charpentier est apprenti briqueteur et travaille avec son père. Nous étions 15 à table. J'étais encore seul avec mon père à pourvoir aux besoins de tous. Mon père m'inculqua mes premières notions de l'unionisme ouvrier. Je rencontrais les chefs ouvriers de l'époque. Leur discours m'impressionnait beaucoup. J'enviais de pouvoir un jour suivre leur exemple. À 23 ans, il devient secrétaire du local 1 de l'Union des maçons de Montréal. La dépression économique nous força fréquemment au chômage, mon père et moi, sans compter celui que nous imposèrent 2 grèves dans le métier. La gêne s'introduisit donc dans notre famille pour de longues années à venir. Une humiliation que maint briqueteur devait alors accepter. D'autres obstacles se dressent devant la classe ouvrière. Les beaux immeubles de la rue Saint-Jacques abritent les sièges sociaux des grandes banques. C'est ici que les travailleurs canadiens-français déposent leurs épargnes. Même si la grande majorité de la population du Québec est française, les Anglais contrôlent les banques. Alphonse Desjardins a étudié les pratiques des banques en ce qui concerne le crédit. Elle refuse de prêter aux travailleurs et aux fermiers. C'est là une situation extrêmement périlleuse, car les Anglais se serviront de l'influence que leur donnera l'épargne de nos compatriotes pour les étrangler au besoin. À Lévis, où il habite, Alphonse Desjardins ouvre la première caisse populaire. Il espère donner aux Canadiens français accès au crédit. C'est donc bien la véritable banque du peuple, où l'ouvrier, le cultivateur honnête, laborieux, économe peuvent aller le front haut sans craindre un refus. Les caisses Desjardins se répandent rapidement dans tout le Québec. Industrie, technologie et force ouvrière, l'ère du progrès. En Occident, le 20e siècle sera le siècle des grandes villes. Au Canada aussi.